pour libérer toute la Palestine. Jusqu'alors, les analystes, à part CMIP, ne faisaient pas le lien entre ces éléments pour dire ça, c'est le nouvel antisémitisme. Ça, c'est la négation, la contestation de l'existence d'un État juif. Et ce qui est intéressant dans la position de ces fonctionnaires, c'est qu'ils aient admis que c'était ça le problème principal. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant. Probablement que la raison principale de ce changement, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le terrain, depuis le début de la controverse, au début de 2001 jusqu'à 2003, nous sommes en pleine intifada. Et là, on voit bien le sens de l'éducation et le comportement des Palestiniens. Les manuels scolaires, en fin de compte, ne font que refléter quelle est la position de fond des Palestiniens à l'égard, enfin de l'establishment palestinien, de l'autorité palestinienne, à l'égard d'Israël. Ce qu'ils enseignent à leurs enfants, ça apparaît très très clairement. Et évidemment, ça se traduit également sur le terrain. Et donc, bien que ces livres aient été conçus avant la Intifada, pas oublier, parce que ça prend du temps à faire des livres. On ne fait pas des livres une semaine sur l'autre. C'est un processus, ça prend au moins 1, 2, 3 ans. Donc, il y avait quelque chose ici d'intéressant. Évidemment, la situation sur le terrain a probablement beaucoup influencé la commission, a beaucoup influencé les fonctionnaires de la commission. Ce n'est pas seulement notre conversation avec eux, mais disons qu'elle a permis de clarifier un certain nombre de choses, et je crois que c'est un point important. Puis un autre élément important, je crois aussi, c'est que nous nous sommes aperçus, grâce à ces contacts informels, qui ont permis d'avoir ces rencontres à Bruxelles, nous sommes aperçus que des fonctionnaires avaient commencé à comprendre qu'ils avaient été abusés par l'autorité palestinienne et par les organismes qu'ils utilisent, les instituts de recherche, les équipes communes de recherche, les différentes institutions avec lesquelles ils avaient entretenu des relations et qui avaient diffusé une information tout à fait opposée, contestant complètement le contenu de nos rapports. Autrement dit, il y a eu le sentiment que l'information principale sur laquelle a été fondée la politique de la Commission européenne, que cette information principale, en fin de compte, a été fournie par l'autorité palestinienne ou des organismes qui travaillaient avec elle. Et là, on a eu le sentiment qu'on prenait conscience de ça. Ça n'a pas été dit expressément, mais qu'il y avait une certaine... qu'on prenait un peu ses distances. Et c'est intéressant, c'est difficile. Je ne peux pas vous donner de... Il n'y a pas de document pour démontrer ce que je viens de vous dire. C'est surtout informel, ce sont des choses qu'on sent. Mais on a eu nettement le sentiment que les représentants de l'Union européenne sur place prenaient leur distance par rapport aux informations qui leur étaient fournies par l'autorité palestinienne. Autrement dit qu'il y avait une... Alors qu'auparavant, je ne dirais pas que c'était du pain béni, mais presque, là on sentait qu'il y avait une certaine circonspection. C'est très intéressant. Ça s'est également traduit par d'autres choses qui sont apparues dans la presse, c'est par des enquêtes qui ont été menées contre un certain nombre de fonctionnaires ou d'organismes palestiniens recevant des fonds. Des enquêtes qui ont été menées pour montrer qu'il y avait eu des fraudes. Des enquêtes menées par l'organisme contre les fraudes de l'OLAF de l'Union européenne. Autrement dit, il y a ici un élément important dont il faut tenir compte. Alors, autour de ce sujet, des réactions que nous avons eues sur ce sujet avec le parlementaire, avec le Parlement européen, avec la Commission, avec les fonctionnaires, notre expérience de tous ces contacts, l'histoire, le développement que nous avons pu constater, l'évolution que nous avons pu constater, me conduit, c'est une conclusion tout à fait personnelle, à la conclusion que ce ne sont pas
des préjugés antisémites qui avaient déterminé la politique et qui ont déterminé son évolution. Absolument pas. Je dirais que ce facteur-là, bon, on peut difficilement savoir ce que les gens ont dans la tête, mais ce n'est pas ça qui a joué l'élément essentiel, qui était un élément essentiel. C'est peut-être commode pour nous de croire, c'est plus facile de classer ainsi les choses, mais ce n'est pas, au vu de l'examen des documents, au vu de l'examen de l'analyse que je viens de faire, c'est absolument pas ma conclusion. Ce n'est pas des motifs antisémites qui expliquent la position prise par la Commission européenne et qui expliquent l'évolution de cette position. Parce qu'il y a une certaine évolution, je crois, une inflexion, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il y a certainement un petit changement intéressant. Alors, quelles sont les explications qu'on peut donner? La première des choses, je pense, j'ai déjà fait une allusion, mais c'est important, c'est que la Commission a été abreuvée d'informations qui venaient de l'autorité palestinienne et qu'elle s'est laissée abuser, notamment ses fonctionnaires, notamment ceux qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact direct avec l'autorité palestinienne. Et on voit comment des arguments, l'argument par exemple de campagne internationale fomentée par CMIP et ses acolytes, c'est un argument qui vient directement de l'autorité palestinienne. Et tous les documents donnés, en réalité, toutes les études mentionnées, ce sont des études d'organismes qui travaillaient avec l'autorité palestinienne, d'une manière ou d'une autre. Le professeur Brown a été conseiller à un moment donné, a été conseiller de l'autorité palestinienne pour un projet touchant la Constitution, peu importe le détail, mais il a été associé, tout le monde dit, l'étude de M. Adouane. Adouane est un professeur de Bethléem qui a fait une étude, ensuite il a fait également une étude comparative avec une Israélienne. Cette étude-là a été parrainée et a reçu en quelque sorte la bénédiction. C'est important de voir des Israéliens et des Palestiniens qui travaillent ensemble. Ce que je veux dire par là, je ne veux pas entrer en détail de tous ces documents-là. Là, si on doit faire une synthèse de l'ensemble de ces... On s'aperçoit que l'information principale fournie à la Commission provient de l'autorité palestinienne ou de gens qui travaillent avec l'autorité palestinienne. Et c'est sur cette base-là. Et le reste est considéré comme treif, pas cachère, douteux. Pourquoi? Parce que ça risque de mettre en cause la politique qui est, comme je vous l'ai dit, de soutenir les institutions à tout prix, parce qu'il y a une logique dans cette démarche-là, parce que sans État palestinien fort, on ne peut pas avoir de règlement de paix. Il y a une logique dans cette position-là, et donc tout ce qui gêne, qui peut empêcher évidemment le fait de diffuser les documents où on pose des questions et on met en cause la finalité de cette aide, ça risque, comme c'est dit à plusieurs reprises dans d'autres documents, d'aboutir à la suspension de cette aide, donc pratiquement à réduire à rien, à néant, toute la politique de la Commission vis-à-vis du processus de paix, vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Autrement dit, le premier point, la première raison, ce sont des informations biaisées. C'est ça, à mon avis, la première raison de la politique qui a été suivie par la Commission. Elle s'est fondée sur les informations biaisées. Elle avait une grande méfiance avec toute autre information, notamment celle qui venait d'autre part. Mais ça, c'est la première information. Deuxièmement, je crois que un point essentiel, c'est la dynamique des rapports entre le Parlement et la Commission. En fin de compte, le Parlement a pointé le doigt sur la Commission en lui disant « Votre politique est incohérente. Vous ne savez pas sur à quoi sont vraiment utilisés vos fonds, en tout cas, s'ils servent ou non l'objectif de promotion du processus de paix. » Et le Parlement a fait des remontrances. Je vais vous donner 2 documents à ce sujet-là. C'est très désagréable pour un organisme, pour le gouvernement de l'Union européenne, de se voir faire la leçon par le Parlement. Mais c'est ce qui s'est fait. Autrement dit, il y a aussi une dynamique, vous voyez, des rapports
bien sûr, le style de M. Patten et son background ont aussi joué, sans aucun doute. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Au-delà de ça, je pense que la dynamique des rapports a ici été très importante. Et en fin de compte, un autre élément important, et ce sera ma phrase de conclusion, c'est que cette politique pêche par beaucoup, la politique peut-être logique, peut-être sensée, dans ses principes généraux, la politique de la Commission, elle pêche par beaucoup de... je dirais qu'elle est terriblement défectueuse, elle manque de cohérence. Je vous donne quelques exemples. La Commission n'a jamais cru bon de prendre position concernant les manuels égyptiens et jordaniens. Or, là-dessus, il n'y a pas de doute, ce sont des manuels antisémites et anti-israéliens. Ils le disent même, ils le reconnaissent. Mais ils n'ont jamais fait quelque démarche que ce soit, ni auprès de l'Égypte, ni auprès de la Jordanie. Pourtant, ce sont des pays qui ont un traité de paix avec Israël, qui ont des relations étroites avec l'Union européenne. Alors, quel exemple ça représente pour les Palestiniens? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il y a un élément qui n'est pas logique. Deuxième élément d'incohérence, c'est que d'un côté, vous avez la politique de la Commission, deuxièmement, vous avez la politique des pays membres, troisièmement, vous avez la politique du Forum des donateurs. Parce qu'en réalité, il y a un cadre où tous ces projets sont examinés dans toutes sortes de commissions. Autrement dit, c'est pas que... Or, tout ceci, on a l'impression que ça va dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans toutes les directions? Ça veut dire, et là aussi, je me réfère à un document, dans le fameux document Quitus dont je vous ai parlé de la loi de finances de 1999, le Parlement européen observe que, je vais vous citer ça parce que je trouve que c'est tout à fait remarquable, l'impact de l'aide a été réduit étant donné l'absence d'indicateurs de performance et la coordination insuffisante avec les autres donateurs. Autrement dit, qu'est-ce que c'est les indicateurs de performance? C'est de savoir dans quelle mesure l'aide que vous faites, est-ce qu'elle permet d'atteindre les objectifs que vous donnez. L'objectif donné, c'était la constitution d'une autorité qui serait prête à négocier un accord de paix avec Israël. C'est ça l'objectif. Et donc, dans les documents et dans les positions prises par le Parlement européen, il y a un reproche très grave qui est fait à cette politique. C'est une politique qui n'est pas cohérente, à qui il manque des instruments. Alors je pense, si vous voulez, que absence d'informations biaisées, comme je vous l'ai dit, dynamique des rapports entre le Parlement et la Commission. Troisièmement, politique, en fin de compte, déficiente, par les manques que je viens d'évoquer, il y en a d'autres. Voilà donc les éléments principaux qui expliquent, à mon avis, la position adoptée, mais du même coup, et ça ce sera ma phrase de conclusion, du même coup, vous voyez également les chances que ceci donne, parce que vous apercevez que ce ne sont pas des positions butées, sur laquelle que nous rencontrons, il y a une possibilité, notamment en utilisant cette dynamique des rapports entre le Parlement et la Commission, il y a une possibilité de soulever des problèmes, de discuter des problèmes et d'amener un changement dans les positions de fond. Alors, pour l'instant, on ne peut parler que d'inflexion, on ne peut pas parler d'une position, d'un changement net, mais c'est un élément important, et je crois que c'est un enseignement pour beaucoup de gens, en tous les cas pour nous. Je crois que si vous avez de bons travaux et que vous êtes persistant et que vous vous accrochez, il me semble que vous pouvez amener à un changement parce qu'en fin de compte, il y a des gens sérieux dans le Parlement européen, il y a des gens sérieux dans la Commission, il y a des fonctionnaires sérieux.
Et je pense qu'il ne faut pas tous les réduire. Il ne faut pas se retirer la chance d'obtenir des changements par un travail sérieux, établi sur de solides fondations. Voilà ce que je voulais, au fond, le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croit, je ne pense pas que ce soit un bon bréviaire que d'aller dans cette arène qu'est le rapport entre Israël et l'Union européenne en pensant qu'ils ne sont motivés et qu'ils ne sont déterminés que par des préjugés antisémites ou anti-israéliens. Je pense qu'il y a un moyen de travailler, il y a un moyen de montrer, il y a un moyen de progresser, mais pour ça, il faut s'accrocher, il faut être persévérant, il faut avoir des choses sérieuses à montrer. Et je pense que c'est, en tous les cas, moi c'est l'enseignement que je retire, c'est aussi ça donne un certain espoir que les choses peuvent changer. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est quand même un peu plus optimiste, un peu moins pessimiste que l'introduction qui a été faite par notre président tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, professeur Manol. Trois questions déjà. L'ambassadeur Minerbi, après ça Jean-Michel Rickner, après ça le docteur Falk. Sergio. Bon, je félicite mon ami Manol pour son brillant exposé. J'ai quelques questions à vous poser. Primo, quel écho a eu votre action dans la presse européenne? Secondo, est-ce que le Parlement européen continue dans ses pressions sur la Commission? Troisièmement, est-ce que ces contacts avec les pays membres ont été pris ou vous y avez renoncé, passer seulement au contact avec la Commission? Quatrième, qu'est-ce que les Américains disent sur tout ça? Eux qui financent pour le 25% des Nations Unies et l'UNRWA. Et dernier point, qu'est-ce que l'État d'Israël a fait vis-à-vis de la Jordanie et de l'Égypte pour essayer de modifier leur manuel? Merci. Okay. Alors, l'écho dans la presse, je dirais qu'il y a surtout un écho des débats entre les parlementaires et la Commission. C'est ça surtout que la presse européenne, ce dont la presse européenne s'est fait l'écho. Il y a eu de ci, de là des références à nos rapports, mais c'était en élément en arrière-plan. Et je pense que c'est bien, parce que notre objectif, c'est de donner une information importante pour permettre aux politiques et à l'opinion publique de se déterminer. Et au-delà de ça, c'est pas vraiment notre travail. Mais nous avons vu comment ces rapports ont effectivement alimenté le débat. Et ce débat a trouvé son expression dans la presse. Je me souviens par exemple qu'il y a eu dans la presse allemande, dans la presse belge, dans la presse anglaise, à un moment, tout un débat sur la question du financement de l'UNRWA, fondé sur des interpellations qui ont été faites auprès des différents pays et de l'Union européenne qui, comme je vous l'ai dit, finance l'UNRWA. Et au fond, le problème se pose exactement de la même manière, parce que ce sont les mêmes manuels qui sont utilisés par l'UNRWA, exactement les mêmes manuels. Et là, dans ce cas précis, le financement n'est pas pour la production, mais c'est pour l'achat. C'est pour l'achat et l'utilisation de ces manuels. Donc, je crois que, oui, il y a eu un écho. Il y a eu un écho de ce débat, et il a été même assez intense. Je crois que lorsqu'on vient avec un bon dossier, lorsque les parlementaires savent utiliser un dossier, ça a un écho, sans aucun doute. Deuxièmement, la poursuite des pressions. Je pense que
tout récemment, le Parlement, vous savez très bien qu'il y avait une commission d'enquête qui avait été demandée par 170 députés européens, que cette commission d'enquête n'a pas été autorisée par les présidents des... Il y a les présidents des commissions, ou pas seulement, les présidents des différents groupes parlementaires et des commissions qui doivent décider si, dans la procédure du Parlement européen, si on autorise ou non une commission d'enquête parlementaire. La commission s'est vigoureusement opposée à cela, et en fin de compte, le projet, malgré le nombre de signatures, qui a d'ailleurs été très difficile à obtenir, mais ils sont parvenus à plus que les 157 signatures, malgré cela, ça n'a pas été autorisé. Mais à la place de cela, ils ont quand même mis sur pied une espèce de petite commission, qui s'appelle le groupe ad hoc. Et dans ce groupe ad hoc, on voit que, d'ailleurs nous avons publié un newsletter, une lettre qui fait état des questions qui nous ont été posées. Nous avons été invités à participer à une de ces réunions. Malheureusement, un groupe ad hoc, ça avait des pouvoirs beaucoup plus limités, mais n'empêche qu'ils ont essayé de faire un travail d'enquête sur, justement, quelle a été la portée du financement de l'Union européenne à l'autorité palestinienne. Notamment, un des sujets, c'était la portée sur l'éducation. Mais les questions posées, ce n'est pas seulement de voir le passé, mais également de proposer des choses pour son avenir. Et je dois vous dire que nous avons été frappés des questions posées par les parlementaires qui étaient des questions, je dirais, on voyait qu'ils souhaitaient que l'Union européenne fasse quelque chose de positif, de constructif. Et pas simplement qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un problème très sérieux. Autrement dit, je crois que la pression, pour répondre à ta question, Yitzhak, oui, la pression continue. Elle prend des formes diverses. Cette espèce de commission d'enquête qui n'a pas été autorisée, mais qui a trouvé une autre forme, ça exerce une certaine pression. Parallèlement, d'ailleurs, l'organisme de répression des fraudes a aussi agi et a aussi fait un travail, je l'ai déjà mentionné. Donc je crois qu'il y a une dynamique interne qui peut mettre en branle une critique, je dirais, effective de la politique de la Commission pour que cette politique soit amendée, améliorée, développée. C'est difficile de mesurer, mais je crois que la pression continue. Et bon, en tous les cas, évidemment, c'est une chose, il faut alimenter ceci. C'est une chose qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut avoir de quoi alimenter ce processus. C'est aux parlementaires de le faire, bien entendu, mais il faut leur donner de quoi travailler. Je peux dire aussi quelque chose d'intéressant, c'est que de la part de la Commission, il y a eu une position très intéressante. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Lors des réunions du mois de juin 2003, ils ont dit, bon, c'est pas notre domaine, c'est pas que nous ne sommes pas responsables du domaine de l'éducation, mais c'est pas notre spécialité. Par contre, nous sommes prêts à aider à des contacts avec l'autorité palestinienne pour discuter de ces questions au fond. Alors, c'est un petit changement qui aussi est une petite indication, disons, qu'on assume une certaine responsabilité. Autrement dit, il faut prendre en compte tous ces éléments, et ma réponse à ta question, oui, la pression continue. Je dirais l'intérêt continue, l'intérêt et l'intérêt qui montre qu'on ne veut pas laisser les choses se faire et qu'on s'intéresse au produit final, à l'impact final, et au résultat. Il me semble que de ce point de vue-là, il y a une prise de conscience très importante et je pense que la Commission est très sensible à cela et qu'elle sait qu'elle ne pourra plus continuer comme par le passé. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui se développe là et je pense qu'il faut savoir en tirer parti. Une dynamique très intéressante et très positive. Le contact avec des pays membres. Nous avons eu des contacts avec certains pays membres d'une manière assez curieuse. D'abord, il y a certaines lettres
qu'on nous a demandé d'écrire, de personnes, notamment une personnalité irlandaise qui avait protesté auprès du gouvernement irlandais. Et donc, on nous a demandé d'écrire un document pour remettre les choses au point, puisque le gouvernement irlandais considérait qu'il n'y avait pas d'incitation à la haine dans les manuels scolaires. Donc, nous avons envoyé une lettre en citant toutes sortes de textes qui montraient. Alors, là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'il s'avère que beaucoup d'Européens, beaucoup de membres de pays européens, le concept d'incitation n'est pas perçu de la même manière que la manière dont un Israélien, par exemple, peut le percevoir. Autrement dit, on peut considérer que la critique d'Israël, au point de refuser sa légitimité, ce n'est pas l'incitation. Le fait d'encourager au djihad et au martyr, bon, c'est considéré comme quelque chose dans la tradition. Et on ne fait pas le lien entre les choses, on ne combine pas le lien entre les choses pour voir, en fin de compte, à quoi ça aboutit. Le fait que le nom d'Israël n'est pas sur des cartes, le fait que les Juifs n'aient pas de lieu saint, le fait que la population israélienne n'est pas comprise, par contre, sur le territoire de la Palestine, qu'elle est mise entre parenthèses, par contre, que les villes, les productions, les régions israéliennes sont, en fin de compte, présentées comme palestiniennes, tout ça ne choque pas, n'a pas choqué. Donc, dans ces rapports-là, avec certains pays européens, nous avons été surpris de voir que leur conception de incitement, de l'incitation, n'est pas du tout la même. Alors, est-ce que ça vient de préjugés? Je ne saurais dire. Nous n'avons pas eu le même type de relation aussi approfondie. Il y a eu également un débat au Parlement avec la Commission des Affaires étrangères du Parlement hollandais. Et j'ai eu le sentiment que là, quand même, il y avait une perception plus sérieuse, plus conséquente du concept d'incitation. Mais c'est vrai que nous n'avons pas eu de relation approfondie avec les différents pays. C'est surtout avec l'Union européenne, avec les parlementaires européens, avec la Commission. Et donc, de ce point de vue-là, je peux pas dire grand-chose, sauf de rapports épisodiques. Alors, est-ce que, pour les deux autres questions, c'est celle concernant les États-Unis, et je pense que nous avons développé des relations étroites avec le Congrès des États-Unis. Cette question a été examinée à différentes reprises. Et le gouvernement américain a été soumis à un certain nombre de questions sur ce sujet par les parlementaires américains, par les membres du Congrès. Et donc, c'est pas du tout... C'est vrai que les États-Unis ont pas de responsabilité, bien que le pourcentage de leur aide dans le cadre du Forum de Nature